financement des bénévoles qui vit sans subvention, qui a pour finalité à la fois d'accueillir et de proposer lui-même un programme. Actuellement, on propose une fois par mois un cycle de conférences qui s'appelle les SUV. Non pas qu'on ait des affinités pour cette manière de circuler, mais les SUV, ça signifie les saisons utopiques des vivants. Et notre projet au travers des saisons utopiques des vivants, c'est de proposer la rencontre de l'univers intellectuel, universitaire, avec des artistes. Bonjour. La science et les arts se parlent, puisque chaque soir, on prend le soin d'avoir deux types d'invités et de proposer un programme donc, culturel, musique, spectacle vivant, dessin, tout est possible avec des universitaires, des gens qui ont écrit des ouvrages. On accueille aussi toute une série d'associations, on est un lieu accueilleur d'associations. En particulier, on est très très content de travailler avec le forum forum de solidarité Euro-Méditerranée, qui nous permet d'aviver ces liens d'amitié des deux côtés de la Méditerranée, à la fois qu'ils soient intellectuels et qu'ils soient d'autres natures, artistiques, politiques et autres. Mais ça, vous allez en parler, c'est votre registre. Et dire voilà, que si le lieu vous plaît, la finalité de ce lieu, c'est que des gens qui n'ont pas forcément d'espace pour avoir une voix et faire entendre, faire résonner la démocratie, puissent le faire ici. Donc on accueille de manière assez inconditionnelle les associations qui ont des choses à dire et qui sont dans des formes de résistance vis-à-vis de l'urgence écologique, de l'urgence sociale, de l'urgence démocratique. Et donc vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez adhérer à l'association au prix qui vous convient. Vous pouvez aussi consommer un prix libre après ces conférences, les choses qui se déroulent ici. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est juste derrière cette porte, à votre droite. Et pour le reste, voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir. C'est un peu qui vous êtes. On est très très fiers que vous soyez là. On est très heureux de vous entendre. Et on vous laisse le soin de présenter le reste. Merci à tous. Merci. Bonjour et merci d'être venu pour assister à cette conférence. Encore un grand merci à la Maison de l'écologie de nous accueillir. Maintenant on y est habitué puisque je crois que c'est la quatrième fois. Voilà, quatrième fois. À chaque fois ça se passe bien. Et effectivement, même les thématiques qu'on traite, je crois qu'elles rentrent aussi dans l'objet de votre association. En tout cas, on est très contents. Alors là, nous, comme chaque année, on a un programme sur une année et en moyenne, on a une conférence par mois. Et il y a une particularité aussi de Forsum, c'est qu'on essaye de faire des publications. On choisit un thème, on demande à nos intervenants de nous faire des contributions et on essaye de publier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 4 publications Forsum. Forsum aussi, depuis 2017, fonctionne uniquement avec les ressources de nos adhérents, les cotisations, les dons. On a bénéficié 2 années de suite d'une subvention. À l'époque, la région était connue par des socialistes écolos, mais depuis, de toute façon, on a fait 2 fois une demande, on n'a pas reçu, du coup on a arrêté. Et finalement, c'est comme ça, on arrive à fonctionner au l'économie. Encore un grand merci à notre invité, Najib Béchir. Najib Béchir aussi, c'est la deuxième fois. Voilà. La troisième, oui. Moi je me rappelle la première fois, c'était en 2013, je crois, et c'était sur votre livre Un système politique militariste. C'était une conférence à la maison. Voilà. Encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation. De toute façon, Tara va faire une présentation de tout ce que vous avez fait. Oui, je voulais aussi dire que cette conférence, on l'a organisée aussi en partenariat avec Coup de Soleil,
Michel est ici. Michel Wilson est là. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire aussi un mot après. Mais c'est la même chose aussi, on organise régulièrement aussi des conférences avec Coup de Soleil, puisque Coup de Soleil aussi travaille un peu sur la Méditerranée, même si il travaille beaucoup sur l'Algérie. Mais voilà, on essaye à chaque fois d'organiser des choses en partenariat avec d'autres associations. Bon, là, cette fois-ci, on l'organise quand même sur une journée un peu particulière, enfin sur un week-end particulier, parce que c'est la fête des Lumières, voilà, à Lyon. Mais voilà, en fait, on profite de la présence de notre intervenant parce qu'il vient aussi pour voir la fête des Lumières à Lyon. Donc on a profité, et c'est pour ça qu'on lui dit vraiment doublement merci. Voilà. Bon, Alors, c'est à moi de vous dire merci à vous d'être venu, comme d'habitude, le public régulier du Forum Solidarité Méditerranéenne. Et c'est une association que vous avez créée très rapidement, c'est un rappel que je fais. Non c'est un rappel que je fais, pardon. Je parle de la voix qui porte. Donc c'est un rappel simplement très bref que je fais sur la création de l'association de 2011. C'est dans la foulée des printemps en 2011. Et donc avec beaucoup d'historiens. Donc il y avait Gilbert Minier, Daniel Bivet, il y avait aussi le poétiste Legault Verdi, Frédéric Abétassis, André Mucci, il y avait Pierre Guichard, il y avait quasiment beaucoup d'historiens. On a mis en place cette association pour justement accompagner tous ces mouvements, essayer de faire un travail de pédagogie, d'explication de ce qui se passe de l'autre côté de la rive, de la Méditerranée, donc suivre un peu l'évolution dans ces sociétés. Et c'est ainsi que s'est instaurée cette tradition d'inviter des conférenciers qui ont des travaux, qui ont des avis, disons, autorisés sur les sociétés égyptiennes, syriennes, libanaises, marocaines, algériennes, etc. Et nous faisons donc ce travail d'explication par en invitant des intervenants qui ont un avis autorisé sur les questions qu'ils traitent. Et donc, nous avons choisi de parler donc, au grand public, ce n'est pas des conférences de type académique, sinon on va s'éloigner trop sur l'intérêt que peuvent avoir les citoyens sur telle ou telle situation dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est ainsi que Majid Mechir et le doyen Majid Mechir est un habitué, donc nous l'avions invité, maintenant c'est la 3e ou la 4e fois qu'il répond à notre invitation. Je tenais absolument à le remercier d'avoir accepté constamment donc, les invitations du Forum Solidarité Euro-Méditerranéenne. Et donc cette fois-ci, Majid Mechir évidemment est un grand spécialiste du droit international public. Ses travaux sur le sujet font autorité dans le champ académique. C'est un juriste reconnu par ses pairs, un juriste qui a de nombreux et riches travaux sur la question du droit international public. Et donc, de par ses travaux, de par son parcours riche et diversifié, ses collègues lui ont donc offert des mélanges en 2011 qui a été organisé par le Centre de droit international de la recherche à l'Université Lyon 3. Donc, c'est dirigé par le professeur Louis Dubillet, le retraité, il est décédé depuis, et avec aussi ses collègues, ses amis qui lui ont organisé donc, ces mélanges, qui lui ont offert ces mélanges. Ils font à peu près 195 pages. Les mélanges ont été publiés aux éditions Pedone, qui publient beaucoup de travaux sur le droit international, sur le rôle du droit, la valorisation du droit dans les relations internationales. Et donc, Majid a eu un parcours effectivement très particulier, très, très riche, puisqu'il parle, sa présence aujourd'hui parmi nous, on l'a invité suite à la publication de ses mémoires. Alors, c'est Chemin de vie, colonisation, libération nationale et lutte pour la démocratie. Ce sont ses mémoires, éditées aux éditions Coucou en octobre, je pense, 2023. Il a évidemment de nombreux travaux, de nombreuses publications, que je vais peut-être ensuite vous citer. Pour ceux qui veulent acquérir un exemplaire, il est disponible. Ce sera une aide pour la maison d'édition qui publie régulièrement sur des thèmes qui n'arrangent pas toujours le régime algérien, les dirigeants algériens, puisque Asprey Larbi, qui dirige les éditions Coucou, est constamment censuré, etc. On ne l'autorise pas
a exposé aussi là, par exemple. La dernière fois, il a été interdit d'exposition aussi là, au salon d'Alger. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier Madame la maire du premier arrondissement qui nous a fait l'honneur de votre présence ici parmi nous pour cette conférence. Et elle aussi, quand on la sollicite, elle met à notre disposition la grande salle de la municipalité pour des conférences. La dernière que nous avions organisée, c'était avec l'anthropologue qui s'est invité ici, c'était à la mairie du premier. Donc, Majid Bouchir est un juriste, est un spécialiste du droit international. Il a fait ses études d'abord en Algérie à la fin des années 50, donc au cours de la guerre d'Algérie, puis ensuite il est venu à Grenoble, il a poursuivi ses études en droit à l'université de Grenoble, la faculté de droit de Grenoble. Ensuite, il a soutenu une thèse de doctorat d'État en 1971, qui a fait l'objet d'une publication chez la maison d'édition LGDJ, la Librairie Générale du Droit et de la Jurisprudence. Et ensuite, il avait aussi un engagement un peu dans le syndicat des étudiants, mais il en parlera mieux que moi, dans le cadre des étudiants musulmans pendant la guerre d'indépendance. C'est comme ça qu'il a évidemment défendu la libération de l'Algérie. Et puis ensuite, pour ses travaux, pour le sérieux de son parcours, il a été effectivement promu doyen de la faculté de droit d'Alger les années 72. Et puis il a surtout mis en place en Algérie, mais je parle sous ton contrôle, fin des années 70 ou début 80, la première section d'Amnesty International à Alger. 90, pardon, 1990, à Alger. Il est le premier président de la section d'Amnesty International à Alger. Et les amis d'Amnesty vont te rendre hommage aujourd'hui ou demain à Grenoble. Donc il y a une réunion autour de ton livre avec les amis d'Amnesty International. Et donc, pour ce parcours, très, très riche et à la fois riche et lent, il a de nombreuses publications. Je citerai de façon très arbitraire quelques publications que j'ai notées. Il y a d'abord sa thèse qui a fait l'objet d'une publication qui s'intitule Instruments juridiques de la politique algérienne des hydrocarbures, édité chez LGDJ en 1973. Alors, ce livre est tiré de sa thèse de doctorat d'État. J'ai aussi retenu Droit international et développement, édité à l'Office de publication universitaire en 1978 à Alger. Alors là encore, j'ai retenu aussi un troisième livre, mais il a plus d'une quarantaine de publications. J'ai retenu de façon très subjective c'est les livres que je vous mentionne. Droit international et sous-développement, Nouvel ordre dans la dépendance, Paris en 1983. Alors, j'ai retenu également Introduction critique au droit international. Il a été publié aux presses universitaires de Lyon en septembre 1986. Alors, j'ai retenu également Les organisations internationales et conflits armés, édité chez l'Harmattan, chez l'Harmattan en 2001. J'ai également retenu un de ces ouvrages qui a fait beaucoup de bruit en son temps, c'est Un système politique militarisé. Là, il traite la nature politique du système algérien, du système politique algérien, où il montre évidemment sa nature foncièrement militarisée. Ensuite, j'ai retenu le droit international public, aux éditions, je crois, Casbah, publié en 2016. Et enfin, Chemin de vie, ce sont ses mémoires. Alors, Majid Bouchir n'est pas ici pour parler du droit international public, mais il parlera de ses mémoires. Alors, ces mémoires, il ne s'agit pas non plus des mémoires privées ou de sa vie intime, sa vie privée, il s'agit des mémoires publiques, c'est-à-dire celles qui coïncident et qui croisent l'évolution de la société algérienne. Donc, ça croise un peu toute l'histoire contemporaine de l'Algérie depuis la guerre d'indépendance jusqu'au Hirak et jusqu'à la répression du Hirak. Et donc, je le remercie encore une fois d'avoir accepté constamment, régulièrement les invitations du Forcem. Et je l'invite très rapidement à prendre la parole. Il y aura donc un temps d'intervention du doyen Majid Bouchir. Et puis ensuite, il sera suivi d'un débat, d'un échange avec vous. Et pour ceux qui veulent acquérir un exemplaire de ces mémoires, ils sont là. Nous avons également un livre pour ceux qui veulent l'acheter. Donc ça, c'est toujours publié dans le cadre des activités de Forcem. C'est L'État-nation contre minorité. Il est
8 à l'avoir écrit. On traite un peu de la question de minorité dans les États de la rive sud. Et nous avons également des travaux édités par notre éditrice qui nous a jamais refusé d'éditer nos travaux, etc., qui s'appelle Princess Freeway, qui est à Casablanca, et qui a une petite maison d'édition, et qui ne nous censure pas, et qui nous publie. Donc pour ceux qui veulent acquérir des exemplaires des livres qu'elle nous édite, eh ben, je vous y invite. Donc je donnerai rapidement la parole à M. Béchir. Après un exposé, nous aurons un temps d'échange avec lui, et ensuite il dédicacera ses demandes. Et je salue aussi la présence de l'historien Daniel Rivet qui vient d'arriver avec Michel et beaucoup d'amis ici de Forcem. Merci à vous. Merci, bonsoir. Merci au Forcem, du Soleil. Merci à la Maison de l'écologie qui nous abrite. Merci à vous tous d'être là. Je suis content de prendre la parole devant vous, même si c'est pour quelques instants. En fait, je voudrais partager avec vous quelques mots autour de ce que j'ai appelé chemin de vie, autour du contenu de ce chemin de vie. Alors, on dit généralement qu'il s'agit de mémoire parce qu'il s'agit de raconter non pas ma vie, mais un parcours, précisément un chemin que j'ai suivi tout au cours de ma vie dans le cadre d'une vie publique, c'est-à-dire dans le cadre en réalité d'engagement, soit dans la société, soit d'engagement politique, pour ou contre un système politique. En fait, lorsque je parle donc de ces engagements, de mes engagements, je vous parle, comme je l'écris en citant Victor Hugo, je vous parle de vous. Victor Hugo écrivait dans les Contemplations, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Parce qu'il s'agit effectivement de luttes qui s'inscrivent dans un cadre social. C'est le cadre social de l'Algérie, mais comme j'ai vécu aussi en France et que j'y ai réalisé quelques engagements, je parle aussi de ce qui se passe, ou se passait en France. De ce qui se passe aussi en France parce que, comme j'étais né durant la colonisation et que le colon était français, je parle donc aussi de français. Et quand je parle de moi, je parle donc de français aussi. C'est dans ce sens-là que un chemin de vie, ou l'histoire, ou le conte d'un chemin de vie peut être intéressant pour les autres, et non pas en racontant des aspects de vie privée, qui, eux, comme je le dis, pour justifier cette approche de ce type de mémoire, comme je l'écris en disant que la vie privée n'intéresse que moi ou ceux ou celles avec lesquels je l'aurais vécu. Alors, le sous-titre de ce chemin de vie, c'est Colonisation, libération nationale et lutte pour la démocratie. En fait, il y a un peu plus que cela, parce que j'ai commencé en racontant comment j'allais à l'école, comment c'était difficile, dans le cadre qui était le mien, c'est-à-dire celui de l'Algérie des années 45 et suivantes, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller à l'école. Aller à l'école à l'époque en Algérie, quand on habite un village de montagne comme moi, c'est faire plusieurs kilomètres à pied chaque matin sur des pistes, en partie au moins sur des pistes. Et comme c'est des chemins de montagne, cela veut dire qu'il faut affronter très tôt la neige, la pluie, la boue, dans la mesure où tel était le cadre de vie dans lequel j'évoluais, mais dans lequel évoluaient donc aussi les populations. Autrement dit, d'emblée, lorsqu'on va à l'école, sur le chemin de l'école, on voit les difficultés de la vie dans des villages de montagne, et dans une période coloniale où
rien n'était fait pour les villages qui environnent les montagnes parce qu'il n'y avait pas de colons dans ce type de paysage. Les colons, et donc les routes, et donc les hôpitaux, et donc les écoles modernes, c'est autour des plaines et autour des concentrations coloniales, autour des exploitations coloniales. Donc vous voyez comment les choses sont liées dans cette période-là aux conditions de vie, aux différenciations dans les conditions de vie selon que l'on habite à tel endroit exploité dans le cadre de la colonisation ou à tel autre qui est, lui, un endroit délaissé, ignoré pratiquement puisqu'il n'était pas habité par les Français. Je raconte donc quel était le contact que l'on pouvait avoir avec la France et les Français, par l'école bien sûr, puisque l'école était dirigée dans une certaine direction, mais aussi par la vie, parce que loin sans doute des villages de montagne, donc des villages kabyles, puisque ça se situe pour le moins en Kabylie, il y avait toujours une petite ville de type colonial, où il y avait des gendarmes français, des administrateurs français, des instituteurs souvent très largement français. Et là, on pouvait observer donc la vie, mais de loin, la vie des Français. Tel était un aspect des contacts qu'il pouvait avoir entre un jeune élève comme moi, ou plus largement pour d'autres aussi, entre la population algérienne et la population française. La première fois que j'ai pénétré dans une maison, la maison d'un Français, j'étais écolier, un instituteur savoyard très respecté, dont je garde encore le souvenir pour tout le bien qu'il m'a fait, pour m'avoir ouvert l'esprit et m'a appris une méthode pour analyser et étudier. Eh bien, la première fois que je suis rentré dans la maison d'un Français, c'était parce que mon directeur d'école, l'instituteur, lisait Alger républicain, qui était déjà à l'époque un peu extraordinaire qu'un Français lise Alger républicain, parce qu'il était, comme disaient certains à l'époque, crypto-communiste, c'est-à-dire il y avait des journalistes communistes qui travaillaient à Alger républicain, et ils avaient donc une conception différente de la situation que celle de la colonisation. Eh bien, c'était parce que cet instituteur lisait Alger républicain que mon père vendait Alger républicain, et donc je le lui emmenais à la maison. Et pour la première fois, cela m'a permis de voir la maison d'un Français, c'est-à-dire une maison moderne avec un petit jardin, des fenêtres aussi grandes que celle-là, et pas des petites fenêtres qu'il y avait dans des villages de montagne en Kabylie. En fait, c'était un autre monde, par conséquent. Et je raconte comment on ne voyait pas les Français au marché, le jour du marché, parce que le jour du marché, c'était un afflux de population extraordinaire. Et on ne les voyait pas, parce que ça ne devait pas être très sécurisant peut-être dans la tête de ceux qui vivaient là, chez eux, mais en même temps qui se sentaient étrangers quelque part. Ils ne venaient pas lorsqu'il y avait foule dans ce type de monde. Je raconte tout cela dans le détail, donc, non pas vu pour être analysé, mais vu dans le ressenti d'un enfant, qui était moi, à cette époque-là. C'est cette même démarche que j'emploie lorsque, un peu plus grand, j'arrive au lycée. C'est un lycée colonial qui était loin de chez moi parce qu'on m'a exclu de là où je devais être après avoir réussi au concours. Je raconte pourquoi. En fait, je l'ai ressenti comme tous les autres, parce qu'on était deux autres élèves à avoir été exclus alors qu'on avait réussi à ce qui était alors un concours d'entrée en sixième. Il y avait normalement, nécessairement une place puisqu'on a réussi un concours pour aller en sixième. Eh bien, on s'est arrangé, je ne sais pas comment, je n'ai jamais su comment, pour dire qu'il n'y avait plus de place au lycée de Tizi Ouzou, à 50 km de chez moi, où je devais aller, et que je devais, c'est-à-dire en réalité mon père devait chercher une autre place là où il peut la trouver, ou sinon renoncer à ce que son fils continue d'étudier.
Et comment c'était déjà compliqué pour la tête d'un enfant de voir que comme ça, sans raison, on le rejette d'un concours qu'il a réussi. Les ressentis sont frustrants, en quelque sorte. Et dans le lycée, je raconte à peu près de la même manière comment on vivait, mais là, ce n'était plus l'école entre Algériens, parce que quand j'étais à l'école primaire, les Algériens allaient dans une école et les Français dans une autre école, qui était à quelques centaines de mètres plus loin. Tandis qu'au lycée, on était Français et, comme on disait alors, musulmans, c'est-à-dire Algériens, dans la même école. Il y avait une vie à organiser entre ces mondes différents. Et je raconte comment on arrivait à vivre, parfois en bonne entente, parfois en organisant des distances, des séparations, non pas dictées officiellement, mais qui s'imposent dans la pratique. Par exemple, comme les musulmans ne mangent pas de porc, et bien, au réfectoire pour les internes, et j'étais interne, il y avait une séparation entre guillemets naturelle qui se faisait, puisqu'on dit, bon, ils ne mangent pas de porc, donc on les met à part. C'est des colonnes dans le réfectoire qui sont à part. Mais au dortoir, on était interne. Il y avait aussi une séparation qui n'était imposée par personne, mais qui était adoptée, j'allais dire presque naturellement. Autrement dit, les inégalités peuvent devenir naturelles, ou les séparations peuvent devenir naturelles. Séparation entre les Algériens et les Français dans le dortoir. Et quand on jouait dans la cour, comme il y avait peu de relations d'amitié personnelle entre ce qu'on appelait les pieds noirs à l'époque et ce qu'on appelait les musulmans à l'époque, eh bien, à la cour, pendant la récréation, on trouvait moyen de dire, eh ben, on joue au foot dans la cour, français contre arabe. Jusqu'au jour où, comme a éclaté la guerre de libération, le proviseur y a vu un danger et a interdit ce type de jeu qui oppose au foot dans la cour des Français et des Algériens. Vous voyez donc tous ces problèmes-là, je cite là juste quelques exemples, je ne peux pas raconter tout ce que je raconte dans le livre ici, et j'essaye d'exposer comment cela se passait, parfois sans même donner mon appréciation, uniquement pour dire voilà comment on vivait à cette époque-là, dans ce milieu-là, en même temps qu'il y a un certain nombre de réactions de professeurs, certains professeurs ayant été d'un immense secours dans le chemin qu'ils m'ont aidé à suivre, soit pour étudier, soit même parfois pour appréhender les choses, pour en fait améliorer les capacités pour analyser le monde ou ce qui m'entourait. C'était au cours de cette période-là, au lycée, à Boufaïk, en 1954, qu'a éclaté le 1er novembre. C'était un jour de Toussaint, donc un jour de vacances, mais un grand nombre d'élèves restaient au lycée, puisque parfois nous venions de loin, et nous n'avions pas les moyens de rejoindre la famille, comme ceux qui habitaient tout près, notamment les fils de colons, qui étaient assez majoritaires, je pense, dans ce lycée à Boufaïk. Pour moi, le 1er novembre, c'était non pas, comme disait la presse algérienne de la colonisation à l'époque, un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais un feu d'artifice. Parce que pour moi, compte tenu de mon enfance, compte tenu de mes espérances, je vivais la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation par des forces étrangères des ressources de mon pays. Et pour moi, j'expliquais les inégalités par le fait colonial. Même si c'était exagéré, même si le sous-développement
ne vient pas de la colonisation depuis 1830 de l'Algérie et a des racines plus larges, quelle que soit la part forte de la colonisation dans le sous-développement. Pour moi, donc, c'était une porte qui s'ouvrait vers l'espoir, une transformation de la société, du pays. Mais pour la colonisation, pour le pouvoir politique en Algérie, pour la presse algérienne, il n'y avait pas de presse autre que celle-là, sauf sous le manteau quelquefois, ou par des tracts, pour la presse, pour la colonisation, et par conséquent pour les Français qui étaient dans le lycée, et donc pour mes copains français du lycée, c'était un drame qui éclatait. Et donc on vivait de manière très opposée cette situation. Les choses se développent et les maquis se développent et par conséquent les luttes aussi s'exacerbent. Beaucoup des attentats qui commencent. Le 1er novembre lui-même, c'est une série d'attentats sur l'ensemble du territoire algérien, d'est en ouest. Et ce qui prouve évidemment l'implantation de ce qui était annoncé comme le Front de Libération Nationale et l'Armée de Libération Nationale, qui était en réalité un corps, non pas tout à fait unique, mais qui était interconnecté. À la fois ce front-là, qui se présentait presque comme un parti, et des maquis qui étaient organisés sous le nom d'Armée de Libération Nationale. Peu à peu, le peu de confiance qui s'établissait, au moins à titre individuel, entre Algériens et Français, subit le contre-coup de la guerre de libération nationale qui éclate avec toutes les violences qu'elle emporte. Parce que qui dit guerre de libération dit de nouvelles politiques qui se mettent en place, dit organisation de forces militaires de la France, un afflux considérable de soldats français venant de France en Algérie, recrutement de locaux pour participer à l'effort de guerre de la France et multiplication de l'autre côté de maquis, non pas dans telle ville, mais sur l'ensemble, peu à peu sur l'ensemble du territoire, avec des arrestations urbains qui se transforment parce qu'on met des barbelés un peu partout. Parce que, regardez par exemple dans ma ville, là où j'étais né, à Michelet, il y a des attentats qui s'organisent. Et ceux qui organisent, qui perpètrent les attentats, qui réalisent les attentats, ils fuient après. Et il y a un certain nombre de sorties de la ville par lesquelles on fuit. Eh bien, la réaction, c'est qu'on va barrer par des barbelés ces chemins de route par lesquels ils fuient. Et donc, le paysage de la petite ville est transformé. Et c'est partout où je suis passé en Algérie durant cette période, partout où on constate cette transformation de la cité. Certains quartiers ont vu des violences plus fortement que d'autres. Dans ces quartiers, les patrouilles transforment aussi le paysage par des barbelés, par des points de contrôle, etc. Donc les villes elles-mêmes subissent physiquement cette transformation qui nous tapait sur le système, qui travaillait dans nos têtes, mais qu'on voit aussi physiquement dans la vie. Peu à peu, d'autres choses, d'autres conséquences vont se traduire durant cette guerre de libération nationale. On constate partout, parce que mon itinéraire a fait que, mon chemin de vie a fait que, j'ai commencé en Kabylie, j'ai été ensuite dans la Mitidja, c'est-à-dire à Boufaïk, dans l'Algérois. Ensuite, j'ai dû aller fuir pendant la grève des études
à Biskra. Ensuite, à la fin de la grève, il fallait gagner ma vie, j'étais à Constantine. Donc, pendant la guerre de libération, j'ai vu plusieurs régions. Et partout, on a les mêmes conséquences qui se produisent. Un silence lourd qui s'installe dans la société, parce qu'on se méfie de tout, puisque n'importe quelle inadvertance ou le fait de n'avoir pas pris des précautions, soit en marchant, soit en sortant à telle ou telle heure, peut entraîner des conséquences graves, comme l'arrestation ou la mort, puisque parfois il y a des violences qui éclatent, et si vous êtes là à ce moment-là, vous pouvez recevoir une balle fatale. Et donc, tout ce climat, c'est celui de la guerre dans cette période, et ça a duré longtemps, 7 ans et demi. Et donc, je raconte dans les points où je suis passé certains des aspects dont je me souviens et qui m'ont frappé à cette période-là. Le ressenti des gens qui me parlaient et qui n'ont pas parlé à d'autres, ou qui donnent des versions de leur ressenti, de leur aspiration, et en même temps des difficultés qu'il y a à vivre au jour le jour, ne serait-ce que parfois pour le ravitaillement. Parce que lorsque vous avez des contrôles militaires sur les routes, lorsqu'il y a des dangers dans telle ou telle zone, le ravitaillement s'arrête, parce que celui qui va avec son camion pour ravitailler telle zone, il ne le fera pas. Il ne le fera pas tous les jours, comme avant, ou toutes les semaines, comme avant, ou il ne le fera pas avec le même tonnage. Il essaiera de faire au mieux, au plus vite, rapidement. Les gens vont gagner moins d'argent, et donc du coup, les conditions de vie aussi vont se ressentir. Des gens perdent leur emploi, évidemment, dans ces conditions. Voilà donc certains des aspects que j'essayais de relater, cette fois avec ma vue d'un adolescent, de quelqu'un qui a 17, 18, 19 ans, puisque au moment de la grève des études, j'étais en école, je devais passer le bac, j'avais même passé ce qu'on appelait le bac blanc, et j'ai réussi, assez bien même. Puis, quelques jours après, une dizaine de jours je crois, après cette réussite à ce qu'on appelle le bac blanc, donc bac d'entraînement en quelque sorte, c'est la grève des études qui est déclarée par le FLN. Et évidemment, moi, j'y ai sauté les pieds joints, parce que c'était une manière de contribuer pour les élèves et les étudiants, les élèves de première, de philosophie ou de maternelle, une manière de contribuer à la lutte pour la libération nationale. Fin du lycée, plus de bac, et par conséquent, retour, comme on pourrait dire, au douar d'origine, c'est-à-dire retour en Kabylie et à la montagne. Mais là, mon désir, ma volonté de participer à la lutte allait se concrétiser d'une manière qui me satisfaisait et d'une manière qui était dangereuse pour ma vie et pour celle des miens, et qui ne convenait évidemment pas à mon père. Parce que mon père, lui, ce qu'il veut, c'est que je réussisse aux études et surtout que je vive. Le retour au village de montagne en Kabylie, c'était évidemment immédiatement le contact, et parfois un peu plus que le contact avec les maquis, et par conséquent avec ceux qui combattaient avec l'armée de libération nationale. Je m'y suis jeté un peu à corps perdu, parce que ça correspondait tout à fait à ce que je souhaitais. Et pour moi, surtout à ce moment-là, c'était même mieux que les études, pour dire la vérité. Alors que je n'ai jamais pensé à rien d'autre que faire de bonnes études pour réussir, parce que j'étais persuadé dès l'école primaire que le seul moyen de sortir de la montagne qui ne nourrit pas ces hommes et ces femmes, c'était de réussir les études. Il n'y avait aucun autre moyen pour moi, puisque ma famille n'était pas riche pour me faire un investissement quelque part.
Et je raconte donc mes contacts et mon travail avec des groupes armés qui passaient au départ, fin 55 et surtout en 56, assez nombreux et surtout très souvent dans mon village parce qu'il était proche de la montagne, il était loin de la route nationale où pouvaient passer les convois militaires, il n'y avait aucune surveillance militaire tout autour pendant assez longtemps. Et par conséquent, c'était un lieu à la fois de repos, de transit, de réunion pour les groupes de l'ALN. Et par conséquent, j'étais souvent en plein dans ce... Alors, ce n'est pas la peine que je vous raconte ce que je faisais ce que pouvaient faire des combattants non armés, parce que moi je n'étais pas armé, ce que pouvaient faire des combattants non armés contre la colonisation. Donc, aider au renseignement, sécuriser les passages de l'ALN, faire en sorte qu'il ne leur arrive rien, voir comment on peut ravitailler, voir comment ils peuvent dormir en sécurité dans les villages chez moi ou aux alentours qui lui passent, etc. C'est un peu ou saboter les routes, les téléphones, pour que les convois militaires non pas ne passent pas, parce qu'ils arrivent toujours à passer et à faire réparer d'ailleurs par les populations. Il m'est même arrivé de saboter une route et de la réparer moi-même le lendemain parce que les militaires passaient et nous emmenaient. Ça m'est arrivé une seule fois parce que j'ai dormi et je ne me suis pas réveillé à l'aube pour fuir. Parce qu'habituellement, quand on sabote, surtout quand on participe à l'organisation, on prend les précautions, on se lève à l'aube et on va dans la forêt, loin du village, de sorte que si les militaires français passent, ils ne puissent pas me trouver là. Mais ce jour-là, comme dirait un chanteur-poète, j'ai été doublé par le soleil et donc j'ai dormi. Et c'est un militaire qui m'a réveillé. Ce jour-là, j'ai dû réparer ce qu'on avait saboté la veille. Le problème, c'est que, entre-temps, j'étais devenu insoumis. Donc, parce que je ne me suis pas présenté au conseil de révision pour être enrôlé dans l'armée française. Et donc recherché. Donc difficile de renouveler les papiers. Et par conséquent, la vie était devenue, en tant que civil, difficile. Donc je raconte les problèmes qui se posent pour un jeune de 19, 20 ans, qui a de vrais faux papiers, dans des conditions que je raconte, mais qui tout de même pouvait être l'objet un jour d'une arrestation, si jamais il y a une dénonciation, parce qu'il y en a. En Algérie, il y a des harkis. Les harkis, c'est pour nous, à l'époque, des gens qui, pour telle ou telle raison, parfois d'ailleurs des raisons qui sont terribles à dire, parce qu'injustes, mais parfois pour des idées, des options. Donc on peut être dénoncé aussi, si on travaille avec ceux qui sont contre la colonisation. Donc je raconte la vie durant cette période-là. Je suis parti par la suite, je suis parti par la suite en France, parce qu'il est arrivé un moment où, compte tenu justement de la condition, insoumis, recherché, etc., je raconte comment j'ai finalement eu le sursis en Algérie grâce à un proviseur français qui voulait encourager le fait que j'étais un bon élève et en même temps voulait probablement éviter que l'on m'arrête en plein lycée et aux troubles que cela peut constituer, parce qu'un jour, on s'est aperçu que j'étais insoumis et donc l'armée est venue m'arrêter au lycée pour m'enrôler, mais le proviseur s'est opposé et il a réussi, dans des conditions que je raconte, à obtenir pour moi un sursis. Et donc du coup, désormais, je n'étais plus recherché et je pouvais suivre mes études facilement. Après le bac, par conséquent, je suis resté 1 an et 2 ans en Algérie et je suis parti à Grenoble comme étudiant. Là, comme disait tout à l'heure mon ami Tahar, j'étais
recruté par le FLN en France dans des conditions que je raconte. C'est pas à peine que je les raconte ici, c'est juste qu'il y avait un ancien élève qui, entre-temps, était devenu un responsable du FLN en France, qui me connaissait bien et qui m'a donc proposé de diriger un groupe. Au moment de l'indépendance, comme il y avait des contestations de certaines méthodes, notamment à Grenoble, qui étaient adoptées par le FLN, et parmi ces contestataires, ceux qui essayaient de dire déjà que c'est pas comme ça qu'on peut gouverner pour l'avenir, et qu'il faut finir avec l'autoritarisme, j'avais déjà une graine de droit de l'homme dans la tête, j'étais élu quasiment à l'unanimité par les étudiants algériens de Grenoble comme président de l'UGMA, Union Générale des étudiants musulmans d'Algérie à Grenoble, comme président de la section dans cette ville. Par la suite, comme la Fédération de France du FLN était contre la prise en main du système politique algérien par l'armée des frontières, j'adopte la même position, en fait. Donc un soutien de la légitimité du gouvernement provisoire algérien qui avait obtenu l'indépendance du pays contre l'entrée de l'armée de libération des frontières en Algérie, ce qui a donné le système politique algérien qui continue aujourd'hui encore. Donc j'ai pris position, tout jeune, contre l'implantation de ce système politique en Algérie. Déjà à l'époque, j'avais à l'époque donc 22 ou 23 ans. Au bout d'un an et demi, j'ai démissionné de la présidence. Je décide, avec quelques amis, de quitter la France et de rentrer en Algérie, finir le diplôme qu'il y avait à finir, le diplôme d'études supérieures de droit, puis faire une thèse en Algérie, sans véritablement adhérer à aucun parti politique. C'est le chemin de vie, mon chemin de vie à ce moment-là. Pas d'adhésion au FLN, nouveau, qui s'est mis en place, une certaine attitude très critique à l'égard du système qui se mettait en place en Algérie, avec d'autres étudiants, participation au départ, puisque j'étais président des étudiants algériens à Grenoble, à la mise en place d'une nouvelle organisation étudiante en Algérie, mais immédiatement, elle a été prise en main par le pouvoir et donc je m'en suis retiré. Donc j'ai suivi le même chemin de vie, en quelque sorte, si on peut dire, et je me suis adonné complètement aux études, avec un sens critique à l'égard du système, mais sans aucune organisation, désormais. En fait, depuis lors, je ne suis plus jamais entré dans une organisation politique, y compris lorsque, beaucoup plus tard, durant donc l'indépendance, en Algérie, y compris lorsque je me suis présenté aux élections en Algérie pour être élu député en 1991 sous l'égide d'un parti politique, le Front de Libération, le Front des Forces Socialistes, qui était présidé alors par Hussein, qui était un fameux personnage politique en Algérie, un des premiers promoteurs de la guerre de libération nationale, celui qui a en réalité mis en place, avant de partir à l'étranger, les premiers maquis algériens, puisqu'il était le chef d'état-major d'une organisation spéciale avant 1954, avant la guerre de libération nationale proprement dite. C'est lui le chef d'état-major. Et donc il est extrêmement connu en Algérie. Il est considéré comme un des chefs historiques de la guerre de libération. Et c'est sous son égide donc, que je me suis présenté aux élections. J'ai été élu, mais les élections ont été annulées puisque le Front islamique du salut, le fils islamiste, avait gagné largement ces élections, même si le Front des forces socialistes, ou moi-même et d'autres, ont été également élus au cours de ce premier tour des élections, mais le deuxième tour n'a pas eu lieu, les élections ont été
annulée. Voilà, donc c'est dans ces conditions-là que je m'étais engagé dans ce combat politique à l'époque. En fait, entre-temps, j'avais aussi contribué, puisque j'ai coordonné la création d'Amnesty International avant ces élections. La création d'Amnesty International Algérie, c'est une association, une section algérienne d'Amnesty International qui vit encore, dans des conditions différentes de l'époque, mais qui vit encore aujourd'hui. Ce combat pour les droits de l'homme dans le cadre de l'Amnesty International était doublé d'une coopération active avec d'autres organisations locales des droits de l'homme ou des organisations internationales des droits de l'homme. En fait, un peu partout où j'ai essayé, parfois avec quelques résultats, parfois sans résultat, parce que dans ce domaine-là, il faut vraiment avoir de la constance et accepter d'échouer pour faire des choses. Parce que c'est extrêmement difficile dans un système politique autoritaire, dans une société qui n'a jamais connu un système politique démocratique, qui n'a jamais connu un développement conséquent de la culture des droits de l'homme. Il est donc difficile dans ces sociétés, avec des systèmes politiques de ce type, d'œuvrer avec succès et sans difficulté pour les droits de l'homme, les droits humains, d'une manière plus générale. Mais c'est un travail qui m'a toujours semblé absolument nécessaire pour aller pour progresser vers la démocratie. Ça me semble même, bon, c'est concomitant, travail pour la démocratie, mais c'est à certains égards aussi un préalable. Parce que vous pouvez très bien organiser des élections qui ont une apparence de liberté, mais si en même temps vous sous-estimez ou mésestimez ou méconnaissez le respect des droits de l'homme, en réalité, vous ne présentez sous le titre de démocratie qu'une façade qui se décrit comme une démocratie, mais qui n'en est pas, puisque les droits individuels et collectifs des personnes ne sont pas respectés. Or, l'objectif de la démocratie, c'est d'associer à la gestion de leur destin les populations. Et on voit mal comment on peut les associer à la gestion de leur destin dans leur intérêt, dans la protection de leur intérêt, si vous méconnaissez individuellement et collectivement leurs droits. D'où, pour moi, l'importance d'un travail continu dans cette direction du respect des droits humains. C'est pourquoi, même quand à ma retraite d'enseignant, donc mon enseignement d'abord, parce que l'essentiel de mon existence, même si j'ai fait un passage au ministère de l'Industrie pendant 3 ou 4 ans, et que j'y ai accompli un certain nombre de choses, et que j'ai démissionné toujours poursuivre ce chemin de vie dans des conditions un peu sensationnelles à l'époque, parce que j'ai tenu tête à un ministre quand j'étais très jeune, donc j'ai estimé qu'il m'avait manqué de respect, et par conséquent j'ai claqué la porte de son bureau en l'invectivant. J'ai démissionné. Mais j'ai fait quand même des choses. Par exemple, j'ai organisé des textes relatifs aux nationalisations. Et toutes les nationalisations qui se sont déroulées après cette période ont utilisé ce texte des formules que j'ai contribué avec d'autres à mettre en place. Autrement dit, même dans mes brefs passages dans tel ou tel endroit, même quand je suis revenu en France après la retraite, j'ai essayé de continuer ce chemin de vie, puisque en France, par exemple, au moment où il y avait la guerre civile en Algérie, dans les années 90, après l'annulation des élections auxquelles j'avais participé, j'ai créé en France un comité international qui s'appelle
Comité international pour la paix, les droits de l'homme et la démocratie, qui avait eu quelques succès, non seulement en France, mais aussi en Europe. L'objectif était de rassembler des intellectuels connus en Europe, et donc de ne pas laisser un tête-à-tête entre l'Algérie et le pouvoir, entre les populations algériennes et le pouvoir algérien, d'essayer d'organiser un comité qui attire l'attention grâce aux membres renommés qui sont organisés, qui attirent l'attention sur les violations des droits de l'homme, des libertés démocratiques en Algérie. Et ce comité a eu quelques succès, puisqu'il y avait des personnalités qui étaient connues sur le plan international, de grands intellectuels, qui, en faisant telle ou telle déclaration, dénonçant les violations des droits de l'homme en Algérie, pendant notamment la guerre civile, avait une certaine influence sur l'opinion publique internationale, et par conséquent, à tout le moins, apparaissait comme une bouffée d'air pour ceux qui souffraient en Algérie des violations qu'ils vivaient ou qu'ils subissaient. Voilà à peu près, résumé, les thèmes, ou certains des thèmes en tout cas, dont il s'agit dans ce livre et qui, d'après moi, ont constitué pour moi un chemin de vie, c'est-à-dire le chemin que j'ai suivi tout au long de ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Majid pour ton exposé très riche, très intéressant, très éclairant sur l'histoire franco-algérienne, puisqu'il s'agit bien d'histoire franco-algérienne. Tout ce qui s'écrit sur l'Algérie, évidemment, intéresse de très près aussi l'histoire de la France, puisqu'il s'agit de la guerre d'indépendance, du parcours de Majid pendant cette guerre de 1953 à 1962, des conditions de vie des indigènes, et le statut des indigènes, et puis les conditions qui ont fait que l'esprit de justice chevillé au corps l'avait tout de suite amené à adhérer donc, à l'ALN et au FLN. Il avait participé à sa façon, en fonction de ses moyens, pour la libération de ce pays. Il a poursuivi ce combat à Grenoble quand il était étudiant. Et puis, bon, quant à les années 90, il a dû quitter le pays comme pas mal d'universitaires intellectuels au cours de la décennie, disons, noire. Il y avait des 200 000, on dit, enfin, on n'a pas exactement le chiffre exact, mais 200 000 morts, peut-être plus. Il était là aussi à enseigner d'abord à Paris 10, et puis ensuite à Cergy-Pontoise. Il a poursuivi son travail, son engagement intellectuel et politique pour la défense des droits humains. Donc cet esprit de justice chevillé au corps a fait que le ministre à qui il a tenu tête, et il a démissionné suite à un conflit avec ce ministre, c'était un ministre puissant. C'est Bled Abdeslam. C'était l'homme de Boumediene pour des années 65 jusqu'à 77, je pense, il était ministre de l'Industrie. Et donc on retrouve un peu cette attitude de Majid, toujours prêt à s'engager pour son pays, puis ensuite dans des luttes pour le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Je pense aussi qu'il était très proche, pour avoir été à Alger au cours de la décennie 80 et début 90, très proche de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Donc, quand on parle d'Algérie, c'est aussi une façon de parler de la France. En fait, c'est une histoire très imbriquée, très liée, même quand il s'agit de parcours de vie, des chemins de vie, ça nous rapproche toujours de cette histoire très dramatique, évidemment, par bien des aspects, mais en même temps, il y a des parcours, des rencontres, des chemins qui font qu'un proviseur de lycée, qui est français, mais qui l'a aidé aussi à quitter Boufarik pendant la guerre et à venir s'inscrire à Grenoble. Il y a encore comme ça des moments de fraternité, même dans la guerre. Même dans la guerre, il y avait effectivement des moments de fraternité. On a eu l'occasion d'inviter des actifs, en fait des militaires français, des militaires appelés ou des militaires aussi algériens, qui, dans des mémoires, témoignent de ces scènes de fraternisation. Elles sont rares, mais elles existent. Donc elle n'est pas faite uniquement de conflits militaires armés, mais aussi il y a des moments de rapprochement, et c'est en cela que le livre de Majid est très intéressant, il se lit bien, il y a pratiquement 5 chapitres qui se décrivent,
et qui raconte tout son parcours. Mais en réalité, au fond, c'est aussi toute l'histoire de l'Algérie qui est racontée à travers ses mémoires. Donc nous aurons ensemble un moment d'échange, et puis voilà, peut-être Majid dédicacera quelques exemplaires pour ceux qui souhaitent en acquérir un exemplaire. Et puis on arrêtera, je pense, vers 18h. Voilà. Je vous remercie donc et je vous invite à prendre la parole si vous souhaitez. Et à poser surtout des questions pour que Majid puisse répondre à des questions assez précises. Je vais lancer, j'ai une question avec votre regard, le passage Algérie-France. Comment est-ce que vous voyez les questions de mémoire de la période coloniale en France et la manière de pouvoir les travailler? Il y a un travail qui a été initié notamment avec le rapport Stora. Vers où ça peut aller? Comment est-ce que vous voyez un peu des pistes intéressantes qui pourraient se faire en France? Écoutez, moi, d'abord, je ne suis pas historien, donc c'est difficile pour moi de voir comment on va dessiner une histoire de ces relations. Ce qu'il convient de retenir de cette histoire pour arriver en quelque sorte à dédramatiser les drames qui pourtant ont eu lieu. Donc, je n'ai pas de solution à préconiser pour cela. Moi, je trouve que c'est le temps qui fait son travail et qu'il y a des gens qui font des travaux à ce sujet, notamment des historiens, mais pas seulement. En fait, par exemple, moi, j'ai dit mon histoire, mais pour que l'historien l'utilise, il lui faut la science de l'historien. Moi, je ne suis pas un historien, donc je n'ai pas cette science. Je raconte juste mon histoire et elle est tamisée par mes idées, mon parcours, ce que j'ai vécu, mes émotions. C'est ça qui ressort et qui est écrit. Ce n'est donc pas suffisant pour l'historien de tirer des leçons de vérité, en quelque sorte, et dire voilà comment ça s'est passé. Je peux juste dire, dans mon village, quand l'armée française est venue, telle date, elle a fait ça, on l'a vécu comme ça, il y a eu telle réaction. Et ça, c'est moi qui l'ai vu. Ça ne fait pas l'histoire. C'est juste un aspect d'une histoire d'un village, à un moment donné. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que moi je pense du travail, par exemple, de Stora et de l'idée de fabriquer une histoire pour réconcilier des populations. Elle se présente mal, telle que je la vois moi, mais peut-être que j'ai tort, telle que je vois moi ce problème entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Je trouve que l'engagement de cette affaire, des mémoires, est mal ficelé. Pourquoi? Par exemple, en France, on dira largement, ce n'est pas tous les Français, puisque dans cette histoire, en Algérie également, ce n'est pas tous les Algériens qui pensent de la même manière les choses relatives à la guerre de libération. Donc, en France, on dira, ah oui, mais il faut quand même reconnaître que le FLN, c'est la première remarque qu'on fait généralement, surtout dans les cercles officiels, à propos de la mémoire. Il faut quand même reconnaître que le FLN a torturé, que le FLN a tué, que le FLN a fait... ça apparaît comme une condition. Un peu comme aujourd'hui, on vous dira, pour reconnaître le droit des Palestiniens, il faut quand même reconnaître que le 7 octobre, c'est un massacre. Il faut d'abord reconnaître ça. Ou bien, de l'autre côté, on dit, ah oui, mais non, il faut d'abord reconnaître que c'est colonisé, la Nakba en 1948, oui, chacun va avancer. Alors comment vous allez trancher entre ces différents points de vue? Entre celui qui vous dit pour qu'on puisse parler de mémoire et qu'on aille vers la réconciliation, il faut reconnaître d'abord que le FLN a massacré. La guerre de libération en Algérie a organisé des massacres. Et celui qui vous dit non, il faut d'abord dire que l'armée française a
bombarder des villages, à utiliser le napalm, à torturer. Tu sais, il faut d'abord reconnaître. En fait, chacun a sa vérité. Et elles sont extrêmement difficiles à concilier parce qu'elles sont trop difficiles à vivre. Celui qui a subi la torture va difficilement accepter qu'on puisse comparer avec n'importe quel autre crime commis par l'adversaire. C'est insoutenable. Et donc, ce n'est pas en décidant d'écrire, surtout que c'est nécessairement, non pas manipulé, mais organisé, ou plus ou moins avec des voies tracées par l'État ou des organisations, non pas comme ça par des individus. Eh bien, cela me paraît peu viable. C'est peut-être une intention louable, on parle d'une bonne intention. Réconcilier des mémoires ou des positions antagonistes. Mais ce genre d'histoire, moi je pense qu'il faut laisser faire le temps. On peut non pas effacer, mais replacer autrement. Et donc, ce n'est pas en constituant, grâce à des chefs d'État, c'est déjà un problème. Des choses qui se constituent grâce à des chefs d'État en direction des sociétés civiles. Moi, je me laisse par éducation, je m'en méfie. Les chefs d'État, ils ont des raisons d'État qui conduisent leur stratégie et donc leur travail et leurs décisions. Et l'histoire, elle doit être écrite par des historiens, pas un ou deux ou trois, par beaucoup d'histoires sur une période, sur une longue période. Et il faut laisser faire le temps. Je vois mal des Allemands écrire avec des résistants français l'histoire de l'occupation allemande en France. Alors on dit, vous comparez la France et l'Allemagne, je ne les compare pas, je cite des exemples, ce n'est pas pour établir des comparaisons, c'est pour ouvrir des perspectives, pour dire combien cela est difficile. Et pourquoi, dans d'autres conditions historiques, cela ne s'est pas fait. On n'a pas créé une commission anglo-française pour les guerres napoléoniennes qu'il y a eu, etc. Il n'y a pas. C'est le temps. Au bout de décennies, voire plus, des vérités apparaissent comme indéniables et on les suit. Voilà un peu comment je vois le problème. Si bien que pour moi, les aspects positifs de ces projets de mémoire commune, en quelque sorte, que l'on établirait, me paraissent difficiles à concrétiser. Je prends juste deux mots pour aller dans le même sens. Vous voulez, là, les mémoires sont fragmentées de part et d'autre. Elles sont fragmentées en France. Il n'y a pas les mémoires, c'est des mémoires de pieds noirs, des appelés, de l'armée active, etc., des Européens, etc. C'est une mémoire fragmentée, c'est ce que vient de dire Majid. Elle est fragmentée aussi en Algérie. La mémoire des gens du Sud, concernant la guerre, elle est très différente de celle du Nord. Dans les villages, dans les montagnes, elle est différente de celle de Constantine, ou de celle d'Oran, de celle d'Adrar ou de celle de Béchar. Chacun l'a vécu à sa façon, c'est très subjectif. La mémoire, elle est instantanée, elle est proche. Je pense, que ça vient d'être dit, d'abord, c'est instrumentalisé, et de deux, on guérit mieux par l'histoire. Mais les historiens sont présents, ils peuvent dire beaucoup de choses plus que moi. Donc on guérira plus par l'histoire que par la mémoire. La mémoire, elle est fragmentaire, elle est subjective, elle ne met pas de distance, alors que l'histoire, c'est la distance, et c'est le temps lent. C'est tout ce que j'ai. D'autres questions? Oui. Bonjour, j'ai une question à vous poser, poser aux juristes internationaux. Donc, dans les années, j'ai entendu des extraits de la biographie, de votre biographie, et j'ai entendu que vous aviez écrit des ouvrages sur le droit international public et le développement à la fin des années 70, au début des années 80, si vous vous souvenez la vie. Et je voulais savoir quel était le lien
ouvrages et les espoirs peut-être qui, à l'époque, résidaient dans le droit international public comme outil de développement. Ouais. Le titre du livre que j'ai écrit, qui a été publié par Berger-Levrault, je crois que c'est en 1983 qui a été publié en France, par conséquent. Il a été publié aussi en Algérie, il a été repris plus exactement. Le même livre a été repris par l'Office des publications universitaires 2 ou 3 ans plus tard. Donc, ça s'appelle Droit international du sous-développement. Et le sous-titre, c'est Nouvel ordre dans la dépendance. Alors, à l'époque, depuis 1974-75, les Nations Unies discutaient beaucoup du droit au développement, du droit du développement, et l'idée était apparue avec de nombreuses résolutions très connues d'un nouvel ordre économique international. C'était sans doute une série de résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, on estimait qu'il fallait en quelque sorte avoir d'autres relations entre les pays développés et les pays sous-développés pour impulser par le commerce le développement des pays sous-développés. La CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, était un acteur important dans ce domaine, et dans la CNUSED, notamment grâce aux latino-américains, au premier secrétaire général de la CNUSED, j'ai oublié son nom, il m'échappe tout de suite, mais il était très connu, et ils ont élaboré une série de résolutions pour faire du commerce un outil du développement des pays en voie de développement, en essayant de favoriser un commerce qui diminue ou carrément annule les droits de douane des produits des pays sous-développés lorsqu'ils pénètrent sur les marchés des pays développés. On pensait que grâce à cela, ils vont beaucoup produire pour alimenter les marchés des pays développés, et par conséquent, s'ils produisent beaucoup, eh bien, ce sont des activités qui vont impulser un processus de développement économique. C'est donc l'idée du développement par le commerce. Le nouvel ordre économique international des années, ça c'était à partir de 1964, création de la CNUSED. Et le reste du système des Nations Unies a pris cette idée et l'a développée encore davantage en élargissant à d'autres activités pour le commerce, et notamment à l'industrie, et en pensant qu'on peut, sur cette base-là, arriver à un nouvel ordre économique international qui ne garde plus une série de pays dans le sous-développement, mais qui, en les industrialisant aussi, pas seulement en développant le commerce, en développant d'autres secteurs, on arrive à avoir un monde en quelque sorte développé, notamment à sortir du sous-développement les pays sous-développés. On ne dit d'ailleurs pas comme moi pays sous-développés, mais on disait pays en développement. Donc c'est un mouvement qui ne s'arrête plus. Ça devient un processus. Ça, c'est l'idée fondamentale adoptée dans ce qui, à partir de 1974, devenait dans le système des Nations Unies le nouvel ordre économique international. Mon livre est en réaction à l'ambiance qui découle de ces résolutions et de ce qui, à l'époque, était considéré comme vraiment un progrès immense, puisqu'on a comme projet de sortir du sous-développement des pays sous-développés. Et quand j'ai vu ce qu'il en était, comme j'ai pas mal travaillé sur l'économie ici aussi, à ce moment-là, et que j'étais très influencé par un certain nombre d'économistes français réputés ou latino-américains, notamment François Pérou, par exemple, en France, ou Maurice Bié, en France, c'était un immense économiste, à l'époque, dans les années 70, il est décédé depuis, ou bien de Bernis, qui était mon professeur à Grenoble, et donc que je connaissais même personnellement par la suite, une fois que je n'étais plus étudiant. Et ils étaient très critiques à cet égard, c'était des économistes. Parmi les juristes, il n'y avait pas de voix pour
étudier de manière critique ces résolutions. Il y avait une résonance juridique dans le système des Nations Unies, résolution relative au nouvel ordre économique international. L'idée était magnifique, sortir du sous-développement, les pays sous-développés, donc sortir de la misère des peuples énormes dans le monde. Il faut adopter ça, considérait-on. Comment vous pouvez refuser un tel progrès? Et en regardant ce qu'il en est, on constate que c'est des mots, c'est des verbes qui se tamponnent souvent entre eux, mais les structures ne sont pas touchées. En fait, on croyait que par le commerce, puisque les pays développés d'aujourd'hui ont commencé à se développer, à lancer un processus de développement par le commerce, alors, si on adopte cette idée, les pays sous-développés, eh bien aussi, ils iront vers le développement. Le commerce, disait la CNUSED, est un facteur, un instrument du développement. Quand on regarde de près, quand on se mêle un peu de l'économie, on constate que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi les pays développés se sont aussi développés par le commerce? C'est parce qu'ils se sont d'abord développés leur agriculture et leur industrie. Et ils ont eu des choses à exporter sur la base de leurs propres problèmes. En exportant, ils règlent aussi en même temps leurs problèmes de production. Donc, ce sont des politiques qui sont d'abord dictées par ce qui se passe chez eux. Les économistes, eux, ont étudié cela, pas les juristes. Les économistes ont trouvé des théories qui ensuite expliquent cela de manière plus systématique, plus scientifique. Ils disent parce que le commerce est, dans les pays développés, un instrument du développement auto-centré. C'est-à-dire, ils ont le développement, c'est leur développement, avec leurs moyens, avec leurs techniciens, leurs ingénieurs, leurs intellectuels, leurs livres. Et c'est sur cette base-là qu'ils travaillent l'éducation, le transport, l'investissement dans telle région, mais aussi dans telle autre, que se forment, c'est sur cette base-là que se forment les décisions. Cela, les économistes l'appellent le développement économique auto-centré, c'est-à-dire qui tourne autour du règlement des problèmes de chez eux. Leur commerce, c'est leur commerce. Ce n'est pas le commerce de la multinationale qui fait en fonction de sa stratégie. Les économistes, eux, voient, François Pérou, de Bernis, André Gunder-Frank pour les latinos, etc. Ils voyaient cela. Les juristes ne le voyaient pas. Mon travail dans le droit international du sous-développement a consisté à dire que le commerce des pays sous-développés n'est pas un commerce qu'on peut qualifier d'instrument de développement auto-centré, c'est un commerce qui est impulsé de l'extérieur. Et mon mot, c'était, c'est un type de développement décentré. Vous pouvez construire une usine à tel endroit, elle est en réalité alimentée, mise en place sur la base de la stratégie de la multinationale avec laquelle le pays sous-développé coopère pour l'établir, parce que lui, il ne peut pas l'établir tout seul. Sinon, il n'a pas de débouché. Il n'a qu'un débouché sur le marché local. De toute façon, il n'a pas la technique pour fabriquer le frigidaire, la machine à laver, le téléviseur, etc., ou la voiture, dans certains cas, etc. Il fallait recourir à Volkswagen, Fiat, je ne sais pas, quel autre, pour pouvoir faire ces industries-là. Et lorsque, comme moi, on a participé aux négociations sur le transfert international de technologie dans le cadre de la CNUSED à Genève, par exemple, on voyait bien, ou je voyais bien, mieux, malheureusement, que mes collègues juristes qui n'avaient pas vu ça, on voyait bien qu'il n'y a pas de transfert international technologique. Parce que dans la conférence, pratiquement toutes les clauses étaient des clauses à 3 volets, c'est-à-dire chaque groupe, chaque force économique impulsait sa version de la solution du problème.
Et donc, au lieu d'avoir un article disant le transfert se fait dans telles conditions pour telle chose, on a 3 solutions. La solution du groupe des 77, c'est-à-dire des pays sous-développés, la solution préconisée par le groupe D, c'est-à-dire le groupe des pays socialistes à l'époque, c'était avant l'effondrement du système soviétique, et le groupe des pays développés à économie de marché, le plus souvent impulsé par les États-Unis, parce que c'est la grande puissance. On ne fait rien dans ce groupe sans que les États-Unis soient d'accord sur la perspective, parce que les principales multinationales, surtout à l'époque, pas toutes, mais les principales, étaient reliées au système économique américain. Donc, la base de ma critique du nouvel ordre économique international par laquelle on pensait pouvoir développer les pays sous-développés par le commerce international, c'était là. C'était cette vision. En fait, je disais à mes camarades juristes, je n'ai fait que traduire, mais en droit, ce que disent des économistes bien plus à l'aise dans ces domaines que les juristes. Les juristes, ils ne voulaient pas s'ouvrir à une étude multisectorielle, c'est-à-dire ouverte sur un peu la sociologie, mais surtout l'économie, parce qu'il faut voir où en sont les sociétés qui organisent le développement. C'est pas juste un gouvernant qui fait, quelle que soit la décision qu'il prend, même de manière autoritaire ou un peu moins autoritaire, elle s'adresse à des sociétés qui sont dans un état d'organisation, de développement, de culture, et c'est eux qui vont appliquer ça. Et il faut voir qu'est-ce que la marginalisation du développement économique dans le monde développé, qu'est-ce que la colonisation sur un siècle, par exemple, c'est pas sur 10 ans ou 20 ans, sur un siècle, a produit dans les sociétés sous-développées. Et c'est en voyant cette perspective que je dis non. Il n'y a pas, même avec les résolutions des Nations Unies, de développement économique prévisible dans ces systèmes pour les pays sous-développés. C'est un nouvel ordre, oui, mais c'est un nouvel ordre dans la dépendance, d'où le sous-titre de l'ouvrage. C'est-à-dire, vous ne transformez pas par le commerce les relations économiques internationales conduisant au développement des pays sous-développés. Alors, je pose la question, il faut qu'on voit en droit, c'est-à-dire par une traduction de règles de droit, la situation du sous-développement. Or, le sous-développement, c'est 2 traits. Et ça, les grands économistes sont d'accord, mais ils le disent en économistes. Il y a 2 traits. Il y a une désarticulation de l'économie. Depuis surtout François Pérou, Maurice Bié de Bernis, surtout depuis André Gondeur-Franck et d'autres, Samir Amin, pour les Africains, les Égyptiens, Samir Amin. Eux savaient qu'est-ce que c'était une économie désarticulée et une économie extravertie. Économie désarticulée, c'est-à-dire, ce sont des économies où un secteur de l'économie nationale ne parle pas à un autre secteur de l'économie nationale. Il parle à l'étranger. Moi, je produis des frigidaires. Je ne vois pas comment on fabrique le poisson, etc., comment il faut des frigidaires ambulants, etc. Je regarde juste les techniques qu'on m'a transférées et je produis mes frigidaires. Il y a des particuliers qui vont les acheter. Voilà comment ça se passe. Autrement dit, c'est impulsé sur avec un cadre qui ne permet pas de mettre fin à la désarticulation de l'économie, c'est-à-dire au fait que les secteurs économiques parlent vers l'étranger, ceux qui les fournissent et ceux vers lesquels ils exportent, et non pas vers les voisins nationaux. Et les chefs d'État, je l'écrivais ainsi, s'épuisent à essayer de trouver des compromis entre les différents secteurs et les chefs des différents secteurs. Et c'est extrêmement difficile. Donc la vision nationale est difficile. Il n'y a pas de tissu économique national, au sens où l'entrevoient les économistes. Il faut donc mettre fin à la désarticulation économique. C'est une chose très difficile. Il faut toucher le politique pour y arriver.
Or, dans les pays sous-développés, c'est des systèmes qui sont tous plus ou moins liés à l'autoritarisme. Et parfois pire que l'autoritarisme. Ça peut être tribalisme, ça peut être du crânio-infect, etc. Donc, ça ne suffit pas de faire de l'économie, autrement dit. Et il faut faire aussi de la politique. Ça veut dire qu'il faut changer les systèmes politiques. Et ça, évidemment, ils n'en veulent pas. C'est pourquoi le droit international du sous-développement a été mal accueilli, y compris par les cadres des pays sous-développés, quand ils sont imbriqués dans leur administration. Ils vont souvent apostropher. Donc ça, c'est le premier caractère. Il faut mettre fin à la désarticulation de l'économie. Et là, c'est possible. Mais il faut changer beaucoup de choses. Et quand on change beaucoup de choses, ça veut dire que vous avez touché des intérêts qui ne veulent pas être touchés. Et donc, c'est extrêmement difficile. C'est des combats politiques, économiques et sociaux extrêmement difficiles à mener. Il faut dégager des forces pour les mener, et ce n'est pas facile. Il faut mettre fin à l'extraversion. C'est la deuxième grande caractéristique des économies sous-développées. Et ce n'est pas par le commerce que vous allez mettre fin à la dépendance. Parce que précisément, à partir du moment où vous engagez dans cette voie, le commerce, c'est nécessairement dirigé vers l'extérieur. Vous allez exporter vers les pays qui ont besoin de votre exportation et vous allez dépendre d'eux parce que l'entreprise multinationale qui domine le secteur commercial intéressé est bien plus forte que n'importe quel pays sous-développé exportateur. Et donc, c'est sa stratégie qui va primer. Et par conséquent, il est extrêmement difficile de mettre fin à l'extraversion, c'est-à-dire au fait que l'économie de ces pays est tournée ou est dépendante de l'extérieur. On peut y arriver, mais pour y arriver, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie, et c'est lié aux politiques là aussi. Et donc les deux éléments fondamentaux de la définition du sous-développement vous renvoient à la nécessité, j'allais dire, d'une révolution, d'une transformation. Pour être doux, je n'emploie pas le mot une révolution parce que ça va faire peur et donc ça bloque tout. Il y a des transformations extraordinaires, conséquentes, déterminées, et pour ça il faut des forces sociales à l'intérieur. Et donc c'est un travail très dur, difficile, long. C'est pourquoi ces résolutions pour un nouvel ordre économique international promettant le développement avec la participation des multinationales qui feraient le bonheur des pays sous-développés, c'est pourquoi ça date de 1974, voté par l'Assemblée générale, et pourtant, ça n'a lieu nulle part. Autrement dit, à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pensé que le nouvel ordre aurait quand même des conséquences, qu'il y aurait des effets, quelques effets positifs, que ça ne va pas être le développement, mais que ça va changer des choses. En fait, je me suis trompé, complètement. Le nouvel ordre s'est effondré, complètement. Parce que, à un moment, le capitalisme d'État dans certains pays sous-développés, l'Égypte, l'Inde, le Mexique, l'Algérie, la Yougoslavie, le capitalisme d'État avait fait quelques progrès. Et on constate, lorsqu'on étudie ces choses, on voit que pendant une dizaine d'années, ces pays progressent. Parce qu'ils mettent en place des infrastructures grâce au capitalisme d'État et les entreprises publiques. C'était le cas en Égypte de Nasser, c'était le cas au Mexique, c'était le cas dans quelques autres pays d'Amérique latine dont le nom m'échappe là tout de suite, en Algérie. Il y a eu des progrès remarquables. Et puis, ça se casse le nez au bout d'une dizaine, douzaine d'années à peu près, parce qu'il n'y a pas de forces politiques qui suivent. La petite bourgeoisie qui s'émancipe un peu devient autoritaire. Elle ne veut plus payer des salaires conséquents. Elle n'accepte plus les transformations nécessaires. Elle n'accepte plus le partage. Et ça bloque.
Et puis aussi, c'est que si vous devenez un concurrent, les entreprises multinationales n'acceptent plus non plus. Et donc ça bloque de tous les côtés. Et par conséquent, ça n'a rien à voir avec un développement économique indépendant. Et donc, vous pouvez prendre les exemples que vous voulez. Le développement par le capitalisme d'État en Algérie, en Égypte, au Mexique, en Inde, fait des progrès remarquables, transforme la société. Il y a des routes, il y a de l'électrification ici et là. Parfois en Algérie, c'est plus qu'ici et là, c'est partout. Le gaz en Algérie, c'est partout. Les dispensaires en Algérie, c'est partout. Et en même temps, ça reste un pays sous-développé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas sur ce modèle-là. Et c'est cela aussi, le nouvel ordre économique international. J'avais pensé que le nouvel ordre allait avoir des terrains d'application durables. Et je me suis trompé. En fait, je pense que j'avais peur d'aller plus loin, parce que c'était déjà difficile de dire ce que je disais. Et donc, j'ai été amené à considérer, et je pensais que ça va faire comme le capitalisme d'État, ça va faire des progrès, ce nouvel ordre économique international. Mais pas suffisant pour faire le développement indépendant, autocentré, pour aller sur le chemin des pays développés eux-mêmes. En fait, c'était loin. Parce que ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les forces qui ont impulsé le nouvel ordre économique international dans les pays sous-développés se sont effondrées. L'autoritarisme a gagné du terrain. Et dans les pays développés eux-mêmes, les forces relativement libérales qui voulaient un développement un peu humaniste du capital sont passées en reflux, ont commencé à refluer elles-mêmes. Donc, cette conjugaison du reflux des forces libérales humanistes en Europe et aux États-Unis, le reflux des forces dont je parlais dans les pays sous-développés, regain de l'autoritarisme parti, qui triomphe de plus en plus aujourd'hui, ont fait que le nouvel ordre économique international n'a produit pratiquement aucun effet. Il s'est effondré très vite. Il n'a pas eu de terrain d'application. Même les droits de douane que l'on donnait aux pays sous-développés, que l'on consentait aux pays sous-développés, ils ont commencé à reprendre, comme c'est aujourd'hui. À tel point que le groupe des 77, on n'en parle presque plus, le groupe des non-alignés, on n'en parle presque plus, il existe pour ainsi dire plus. Et c'est au contraire, on a eu un développement du capital devenu plus autoritaire. Pourquoi en France, on ne paye pas de nouveaux salaires plus élevés, on ne paye pas des salaires plus élevés? Ce n'est pas seulement en France, c'est aussi en Angleterre, c'est aussi en Belgique, en Europe, d'une manière générale, aux États-Unis. Et donc, vous avez des services publics qui sont peu financés. Vous voyez, ces jours-ci, par exemple, en France, comme il y a une crise ministérielle, gouvernementale, on dit « les hôpitaux, ils ne sont pas... » Ce sont les services publics que le grand capital refuse de financer suffisamment. Alors ça produit des mécontentements de gens qui attendent beaucoup des services publics, c'est-à-dire des classes moyennes ou même inférieures, qui attendent beaucoup de services publics. Ce sont ceux qui ont moins de moyens que les autres. Si on ne les finance pas, ils satisfont moins les demandes. Et par conséquent, il y a du mécontentement. Et alors on dira, oui, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers qui en bénéficient. C'est la première réaction. Et après on dira, oui, mais regardez les impôts. La majorité des gens ne payent pas les impôts. Ce qui est vrai. Beaucoup de gens ne payent pas l'impôt sur le revenu parce que le revenu est faible. Et c'est parce que le revenu est faible. Parce que s'ils payent en plus des impôts, c'est-à-dire une ponction supplémentaire, eh bien, ils vivraient encore mal, pire qu'avant. Et donc, il y a un mécontentement. Et là aussi, bon, alors comment il faut trouver une solution? La plus facile, c'est de dire, eh bien, le fait de financer
gratuitement des hôpitaux, ben, ça ne va pas. Et donc il faut payer. Il faut payer tel médicament, il faut payer tant pour cent. Donc on finance moins. La même chose pour l'éducation. Bientôt, peut-être, dans tel ou tel pays, on dira il faut payer pour aller à l'école. Donc les services publics, ainsi de suite. Et les réactions seront d'abord contre l'étranger, parce que c'est plus facile, et ensuite seront contre ceux qui ne payent pas les impôts, ceux qui ne payent pas telle contribution, etc. Contribution, ça peut être, il faut payer médicaments X% du prix du médicament. Aujourd'hui, c'est 3, 4, 5% de la nomenclature médicale, pharmaceutique. Ah ben après, ça va être 10%, parce que sinon, on n'y arrive pas. Autrement dit, on est arrivé, vous voyez comment un problème peut mener vers un autre, et qui cette fois touche les pays développés aussi. On arrive à un stade où des forces politiques vont essayer de ramasser, si je peux dire, le mécontentement populaire qui, lui, est en réalité lié à un stade du développement capitaliste auquel on est arrivé dans le pays, la zone ou la région considérée. Et aujourd'hui, comme le capital est la forme privilégiée du développement dans le monde, surtout, c'est clair, depuis l'effondrement du système soviétique, depuis l'adoption par la Chine du capitalisme social, comme ils disent, eh bien, c'est la forme pratiquement unique de développement économique dans le monde. Et cette forme unique est à un stade où elle dit non, moi je ne finance pas les services publics, ou très peu. Non, je n'augmente pas les salaires, ou très peu. Et ça produit les mécontentements dont on parle, et qui rendent encore plus difficile la mise en place de réformes économiques touchant les pays sous-développés. Au contraire, on dira on va moins contribuer au développement économique des pays sous-développés. Et donc on diminue l'aide publique au développement, l'APD, qui est normalement de 1% dans le cadre des résolutions des Nations Unies et qui n'arrive qu'à 0,30 ou 0,40% au mieux dans la plupart des pays développés. Vous voyez comment ces choses sont liées, et c'est dans cette perspective que j'ai essayé d'apporter une contribution à une analyse en droit différente de celle de mes collègues. Ceci est dû au fait que, dans ce livre comme ailleurs, comme dans le droit international public que citait tout à l'heure Tahar, qui est un gros manuel de droit international que j'ai publié il y a un peu moins d'une dizaine d'années, je considère qu'en droit aussi, on doit faire des études critiques. C'est-à-dire, on ne reçoit pas le discours gouvernemental, le discours de telle ou telle force politique, sociale, économique, comme une vérité. On la décrypte, on la replace dans son cadre, on l'analyse de manière critique. Non pas pour la descendre, mais pour voir les vérités ou les mensonges qu'elle recèle. Oui, mais c'est une question au créateur d'Amnesty International en Algérie. Il y a dans le monde d'aujourd'hui un article sur l'exil forcé des intellectuels algériens, etc., qui, suite à l'affaire Sansal, prennent de plus en plus de revenir au pays avec le risque de s'y faire incarcérer. Je voulais avoir votre avis sur la question, si c'est une façon un peu de noircir le tableau de la part du journaliste du Monde, ou bien si ça correspond à quelque chose de réel actuellement. C'est-à-dire que dans l'article du Monde, ils disent qu'un certain nombre d'intellectuels un peu opposants ou autres qui vivent au Canada, en France ou ailleurs, suite à l'affaire Sansal, et qui n'est que l'ultime, la plus récente affaire en Algérie, ils craignent de plus en plus de retourner au pays parce qu'ils craignent qu'il leur arrive la même chose. Il y a de plus en plus un contrôle
dit l'article, Ouais. sur je vois. les paroles publiques des... Ouais, je vois, j'ai bien compris, merci. Écoutez, moi, je viens d'Alger. Alors, je ne sais pas si je suis un intellectuel, j'essaie de dire, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que, bon, il y a mes travaux, et donc vous pouvez voir dans quelle direction je travaille. Personne ne m'a fait aucune remarque, quoi. Donc, j'ai circulé librement, je suis resté 3 semaines, j'étais un peu partout, dans plusieurs points. Donc on m'a pas. Je pense donc que c'est exagéré de dire ça, parce que d'abord c'est trop récent pour que cette affaire puisse avoir un impact sur la circulation des intellectuels entre l'étranger et l'Algérie. Il faudrait quand même un peu de temps, il faudrait plusieurs exemples, et il ne suffit pas qu'il y ait... Ensuite, je vais vous dire, en Algérie, Sansal, y compris par les intellectuels, n'est pas vraiment soutenu. En ce qui concerne ses idées, c'est-à-dire, non pas en ce qui concerne son arrestation, je pense que, à mon avis, d'après ce que je sais, une très grande majorité d'intellectuels, ou de gens considérés comme tels, sont contre son arrestation. Mais à mon avis aussi, et je le pense aussi, moi aussi, les prises de position politiques de Sansal sont des prises de position de quelqu'un qui n'est pas politisé, ou n'a pas de capacité intellectuelle d'analyse politique. Voilà ce que je pense. À mon avis, quand il parle des frontières de l'Algérie historiques, il devrait mieux se référer à des historiens pour parler des frontières de l'Algérie que de lancer des élucubrations sur la souveraineté du Maroc, sur l'Ouest algérien tout entier. C'est incroyable. J'ai jamais lu un historien, pourtant j'en ai lu quand même quelques-uns, parce que ça concerne les frontières de mon pays quand même, qui établissent que l'Algérie, avant la colonisation française, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps, c'est pas l'Antiquité. L'Antiquité, il y avait des Numides qui étaient à la fois, la Numidie, c'est pas seulement l'Algérie, c'est aussi un grand morceau du Maroc, de la Tunisie, donc c'est pas ça. Visiblement, il ne connaît pas. Alors dans ces cas-là, un intellectuel, il se réfère. Dans tous les travaux que j'ai écrits, sauf celui-là, où je ne voulais pas mettre de notes de bas de page, parce que ça m'a empoisonné ma vie, les notes de bas de page. Eh bien, à part ce livre, il y a une dizaine de notes de bas de page, c'est surtout l'éditeur qui m'a forcé un peu à les mettre. Mais elles ne disent rien, ce n'est pas des références scientifiques. Et il devrait se référer quand même, surtout qu'il est économiste. Henri Fath, le Maroc, qui occupait à la veille de la colonisation, il se contredit lui-même. Il dit à la même période, le Maroc était allait être mis sous protectorat français. Je vois mal un État sous protectorat qui occupe la moitié du territoire de son voisin. Ça ne tient pas la route. Donc, il est faible dans ce domaine. Et moi, quand je suis faible dans un domaine, je dis, allez voir chez tel et tel. C'est ça. Un intellectuel qui travaille donc dans ces domaines, il renvoie aux gens qui connaissent. Si possible, à des gens de courants politiques, scientifiques, etc., différents. Parce qu'il y a toujours, dans ces domaines-là, plusieurs thèses qui parfois se contredisent. C'est ça, l'intellectuel. On ne dit pas, voilà, ma vérité, c'est celle-là, il n'y a rien d'autre. Donc, sur l'islamisme, c'est la même chose. Et croyez bien que c'est quelqu'un qui n'est pas si pratiquant que cela qui vous le dit. Dire que tous les islamistes en Algérie sont riches, j'ai entendu moi-même le dire, c'est évidemment faux. La majorité des islamistes en Algérie, et c'est un non-islamiste qui vous le dit, ils sont pauvres. L'islamisme prospère aussi dans des milieux de pauvreté.
peut contester le système politique et l'utilisation de l'islam qu'ils avancent. Mais on ne peut pas contester qu'il y a des millions et des centaines de millions dans le monde, si on sort de l'Algérie, qui adoptent l'islam parce qu'ils considèrent que c'est la voie de la vérité, que c'est le chemin le meilleur, c'est leur religion, ils y croient, exactement comme croient les croyants chrétiens qui estiment que le salut, il vient du Christ. Et comme ça, comme pour les juifs, comme pour d'autres croyances de ce niveau-là. Alors, pourquoi les islamistes sont légitimes? Parce qu'ils ont racketté pendant ce qu'on appelle en Algérie la décennie noire, c'est-à-dire les années 90 où il y a eu la guerre civile. En fait, ce n'est pas une décennie noire, c'est la guerre civile. Même si le pouvoir refuse de la qualifier ainsi. Et ceux qui ont pu le pouvoir aussi refusent, y compris lorsqu'ils sont des professeurs de droit. Bien. Tous les islamistes d'abord n'ont pas racketté le pays, il y a eu des raquettes. Sous couvert parfois de l'islam, parfois non. Mais le racket n'est pas une source d'enrichissement qui structure un groupe social ensuite large comme celui dont on parle. Donc ça ne vaut rien sur le plan intellectuel comme affirmation de la part de l'intellectuel. C'est pour ça, je peux multiplier les exemples dans ce domaine. Voilà quelqu'un qui a travaillé à un haut niveau dans le cadre du système, puisqu'il le dit lui-même. Il était dans une direction générale qui réfléchissait avec le Premier ministre, avec d'autres directeurs généraux sur la réévaluation du dinar et les relations avec le Fonds monétaire international. Il faut être un cadre supérieur. Voilà, donc, moi, on ne m'a pas demandé mon avis là-dedans, surtout à cette période-là, une fois que j'ai exprimé des idées. Et lui, il était carrément fonctionnaire. Donc, il a collaboré avec le système. Et il estime après que, dans le cadre de ce système, ça ne va pas. Intellectuellement, ça ne va pas. Donc, voilà ce que je pense, moi, de Sansaire. Maintenant, la position du problème en France. Des intellectuels disent il faut défendre dans cette affaire uniquement le fait qu'on l'a arrêté. Je suis absolument d'accord que l'arrestation de Sansal est une mauvaise politique, et la traduction d'une mauvaise politique. Sansal doit rester libre. C'est ma position. Sansal doit rester libre. Sansal dit des bêtises. Eh bien, il dit des bêtises. Il ne connaît rien à la politique. Eh bien, il ne connaît rien à la politique. Il écrit des livres. Moi, je ne suis pas un fan de ses livres. Mais il a le droit d'écrire les livres qu'il veut, qu'il peut ou qu'il sait écrire. Et il y en a qui les aiment. Eh bien, ils doivent ni être censurés, d'ailleurs ils ne sont pas censurés à ma connaissance, mais je ne suis pas sûr. Voilà ce que je pense de cette affaire. Maintenant, si vous me dites, un peu comme pour parler de la Palestine, il faut d'abord condamner l'action du 7 octobre. Moi, je ne condamne pas l'action du 7 octobre. Moi, je ne condamne pas ce que dit Sansal. Je dis simplement qu'il dit des bêtises quand il parle de politique. Mais il a le droit de dire des bêtises et de dire que les frontières de l'Algérie à telle période étaient telles ou telles. En quoi cela va bouleverser les politiques de l'Algérie, la place de l'Algérie sur la scène internationale. Laissez-le dire. Au contraire, ceux qui savent, comme Stora par exemple, ils se disent non, enfin, qu'est-ce qu'il dit là? Donc, voilà tout. Il ne fallait pas en faire une affaire. Et là, ça devient une affaire qui va restructurer les relations entre l'Algérie et la France. Mais c'est vraiment extraordinaire l'allure ou les conséquences que prend une telle affaire. Il faut dénoncer son arrestation, mais de là à obliger les intellectuels à se positionner, même quand ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il dit, je pense que c'est aller un peu trop loin, ou de là à dire que les relations algéro-françaises en prennent un coup,
c'est aller aussi loin, parce qu'il y a des intérêts de millions de gens qui sont en cause dans les relations entre l'Algérie et la France. Et ça ne devrait pas être relié à cette question. Oui. Juste dans le même sujet, comme ça, sur M. Sansal, vous dites que peut-être des bêtises, oui, ça passe, ça ne justifie pas l'arrestation, quand l'intellectuel dit des bêtises. Vous ne pensez pas qu'il est manipulé par l'extrême droite ici en France, quand il est invité par le journal Frontières, qui est d'extrême droite, un journal sur Internet, proche d'Éric Zemmour, etc., et qu'il est manipulé pour dire ses bêtises. C'est ça le problème, en fait. Il est très proche du cercle d'extrême droite. Enfin, on n'arrête pas de l'inviter, de le faire tourner en France. C'est ce qu'on a constaté. Franchement, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je sais qu'il a des relations avec telle et telle organisation, dans celle que vous mentionnez. Ça, je sais, puisqu'il était invité à des conférences. Ils disent eux-mêmes qu'ils ont eu telle relation avec lui, etc. Il est sûr aussi, et ça chacun peut le voir, que ces organisations-là sont très hostiles à l'Algérie et à l'idée, et au fait même que l'Algérie soit devenue indépendante. Il y a des choses qui n'ont pas été digérées, en quelque sorte, par l'évolution historique de ce pays. Il est vrai aussi que la nature du système politique algérien n'arrange pas les choses au regard de certaines franges de la population, pas toutes, parce que franchement, l'extrême droite en France ou ailleurs n'a pas de leçon à donner au système autoritaire algérien. Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Franchement, que le Front National, ou Zemmour surtout en plus, ou Philippe de Villiers, puisse faire des leçons à l'Algérie en ce qui concerne les libertés démocratiques et les droits humains, et le respect des droits, quelle que soit la population dont il s'agit, y compris des étrangers, je crois qu'ils ne sont pas bien placés dans ces domaines-là. Et voilà. Mais est-ce qu'il est manipulé? Ça, c'est lui qui le sait, hein. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas répondre à ce... Parce que ce serait l'accuser alors que peut-être j'ai tort. Peut-être que lui-même pense comme ça. Pourquoi il ne penserait pas comme ça? Il y a des fascistes en Algérie, il y a des extrémistes de droite ou de gauche en Algérie. On peut très bien avoir des Algériens qui n'ont pas besoin d'être manipulés pour adopter de telle ou telle position. Des Algériens qui sont anti-islamistes viscérales et qui deviennent anti-musulmans, même dans une société où 98 ou 99% sont musulmans, et on a. Donc voilà, donc, je ne sais pas s'il est manipulé ou pas. Il y a d'autres questions, sinon on arrête parce qu'on doit remettre les clés, il est 18h. Voilà. Ben oui, effectivement, il y a des livres, si vous voulez, ceux qui veulent acquérir des exemplaires de livres, ils se rapprochent. Merci.